Dans le silence lourd de la nuit sahélienne, en ce mois de février 2026, les palais présidentiels de Bamako, Ouagadougou et Niamey ne dorment pas. Nous ne sommes plus dans le temps de la transition incertaine, mais dans celui de la consolidation d'un bloc qui a redessiné la carte de l'Afrique de l'Ouest. L'alliance des États du Sahel, devenue confédération, est le fruit d'une rupture sismique amorcée entre 2020 et 2023 par une série de coups d'État qui ont agi comme un effet domino. Tout commence le 18 août 2020 au Mali, lorsque le colonel Assimi Goïta renverse Ibrahim Boubacar Keïta, suivi d'un second coup de force en mai 2021. Le vent tourne ensuite vers le Burkina Faso, où le capitaine Ibrahim Traoré prend le pouvoir le 30 septembre 2022, avant que le général Abdourahmane Tiani ne ferme la boucle au Niger le 26 juillet 2023. Ces dates ne sont pas de simples repères chronologiques, elles marquent l'acte de naissance d'un nouvel axe géopolitique fondé sur le rejet viscéral de l'influence française et la quête d'une souveraineté totale. L'état d'esprit des leaders de l'AES est marqué par une psychologie de citadelle assiégée mais déterminée. Ibrahim Traoré, à Ouagadougou, incarne cette jeunesse militaire impatiente, utilisant une rhétorique révolutionnaire proche de celle de Thomas Sankara pour mobiliser les masses contre l'impérialisme. Pour lui, la guerre contre les groupes terroristes, le JNIM lié à Al-Qaïda et l'EIGES affilié à l'État islamique, est une lutte existentielle où le compromis n'a pas de place. Au Niger, le général Tiani, plus austère, joue la carte de la résilience face aux sanctions. Son obsession reste le contrôle des ressources, notamment l'uranium d'Arlit, où le bras de fer avec le groupe français Orano a atteint son paroxysme début 2026. À Bamako, Assimi Goïta est le pivot, le vieux sage de la transition qui a su dès 2021 imposer le départ de l'opération Barkhane pour faire appel aux instructeurs russes. Les enjeux de cette confédération dépassent largement les frontières du Liptako-Gourma. Le retrait fracassant de la CEDEAO, annoncé officiellement le 28 janvier 2024 et effectif depuis, a créé une fracture économique et sociale inédite. En 2026, nous observons les conséquences de cette scission, la fin de la libre circulation des personnes et des biens avec les pays côtiers comme la Côte d'Ivoire ou le Bénin commencent à peser lourdement sur les prix des denrées de base. Cependant, pour les leaders de l'AES, ce coût économique est le prix nécessaire à payer pour une indépendance monétaire qu'ils appellent de leur vœu. Les discussions sur une monnaie commune de l'AES, destinée à remplacer le franc CFA, sont au cœur des sommets de ce début d'année. Sur la scène internationale, l'AES est devenu le terrain de jeu d'une nouvelle guerre froide asymétrique. La France, évincée militairement, tente de maintenir une influence via ses partenaires côtiers, tandis que les États-Unis adoptent une position pragmatique, oscillant entre condamnation des putschs et volonté de garder une présence discrète pour surveiller les mouvements djihadistes. Mais le grand gagnant est le bloc de l'Est. La Russie, à travers l'Africa Corps, fournit non seulement des armes, mais aussi une protection rapprochée au régime, en échange d'accès miniers. La Chine, quant à elle, investit massivement dans les infrastructures, voyant dans le Sahel un maillon stratégique de ces nouvelles routes de la soie. Le véritable défi reste cependant la sécurité. Malgré les discours de victoire, le bilan humain au début de 2026 reste alarmant. Les groupes armés terroristes, bien que bousculés par les nouvelles stratégies de l'AES, intégrant des milliers de volontaires pour la défense de la patrie, VDP, conservent une capacité de nuisance dans les zones transfrontalières. L'enjeu pour Goïta, Traoré et Tiani est de prouver que leur modèle de sécurité endogène est plus efficace que les décennies de présence internationale. S'ils échouent à sécuriser les campagnes et à relancer l'économie d'ici la fin de l'année, le soutien populaire, aujourd'hui encore massif, pourrait s'effriter. L'AES n'est pas qu'un projet militaire, c'est un laboratoire politique mondial où se joue la définition même de la souveraineté au XXIe siècle, sous le regard inquiet de l'Union africaine et attentif des puissances émergentes. Dans la salle de situation du commandement unifié à Niamey, les écrans affichent désormais une réalité que peu d'observateurs prédisaient il y a 3 ans. Une fusion opérationnelle quasi totale des forces armées du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Le cœur battant de cette machine est la force unifiée de l'AES, officiellement lancée en décembre 2025 sous l'égide du général Assimi Goïta. Ce n'est pas une simple coalition de circonstances, mais une structure de commandement intégrée dirigée aujourd'hui par le général de brigade Daouda Traoré, dont la mission est claire, transformer la défense nationale en une défense de zone confédérale.
L'ossature juridique de cette puissance montante se repose sur l'article 6 de la charte du Liptako Gurma qui stipule que toute atteinte à la souveraineté d'un membre est une agression contre tous. En février 2026, cette clause n'est pas restée théorique, elle s'est incarnée dans des déploiements massifs. On dénombre aujourd'hui une force d'intervention rapide d'environ 5000 hommes, capables d'être projetés sur n'importe quel point chaud des 3 frontières sans entrave bureaucratique. L'état d'esprit des troupes a radicalement changé. Le soldat nigérian ne s'arrête plus à la frontière malienne, il poursuit l'ennemi dans le cadre des opérations baptisées Yereko 1 et 2, qui ont prouvé leur efficacité par la neutralisation de plusieurs cadres du JNIM ces derniers mois. Sur le plan des partenariats extérieurs, le virage est spectaculaire. Le 20 janvier 2026, une date qui fera date dans les annuaires diplomatiques, le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, a jeté avec l'ambassadeur russe Igor Martinov les bases d'un sommet AES-Russie imminent. La coopération ne se limite plus à l'envoi d'instructeurs de l'Africa Corps. Elle inclut désormais des transferts technologiques critiques, notamment l'utilisation généralisée de drones d'attaque Akinci, dont le Mali a renforcé sa flotte récemment. L'axe Bamako-Moscou s'est élargi à un axe Confédération-Moscou où la Russie assure une couverture satellite et un soutien en renseignement électronique que les forces sahéliennes ne possédaient pas. Cependant, la stratégie des leaders de l'AES, comme le ministre malien de la Défense Sadio Camara, repose sur une doctrine de souveraineté par le feu. Ils ont compris que l'armement étranger n'est qu'un outil au service d'une mobilisation endogène. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a fait de la montée en puissance des volontaires pour la défense de la patrie le pivot de sa stratégie de reconquête territoriale avec l'objectif affiché pour 2026 de sécuriser 90% du territoire national. Cette militarisation de la société s'accompagne d'une guerre de l'information féroce dans laquelle les leaders sahéliens considèrent que chaque victoire militaire doit être doublée d'une victoire narrative sur les réseaux sociaux pour contrer ce qu'ils appellent la désinformation occidentale. Les impérialistes, ils ne manquent jamais de tours dans leur sac. Ils vont continuer à communiquer pour ternir l'image, pour nous démotiver. Il ne faut pas les écouter. Il y a aussi ces individus esclaves de salon là qui ne peuvent jamais changer. Je l'ai dit, eux, c'est comme une malédiction qui les poursuit. Peu importe ce que vous ferez, génétiquement, ils sont esclaves. Congénitalement, ils sont aliénés. Ils ne peuvent que suivre ce que les impérialistes disent. Montrez-leur le soleil en plein jour, ils vous diront qu'il fait nuit. Donc c'est une malédiction. Et ils vont continuer à vous décourager, à parler. Mais le plus important, c'est ce que vous faites. La réalité est là et on avance. Les enjeux de ces accords militaires touchent également à la survie politique. En se retirant de l'architecture de sécurité de la CEDEAO, jugée infodée à des puissances étrangères, l'AES s'est condamnée à la réussite. L'échec militaire signifierait l'effondrement d'un projet de civilisation qu'ils appellent le réveil du Sahel. C'est pourquoi, en ce mois de février 2026, la coordination à Niamey ne se contente plus de gérer des patrouilles. Elle planifie l'industrialisation militaire commune avec des projets d'usines de munitions et de maintenance d'engins militaires blindés sur le sol sahélien pour réduire la dépendance logistique.